Merci pour votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple pour commencer. Le gouvernement congolais s'emploie à tous les niveaux pour que nous puissions gagner la guerre à l'est du pays. La population peut compter sur ces institutions. Ces propos sont du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, l'a dit au sortir de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Suivez. Je suis venu répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairés là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement, s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons la gagner. Et puis les déploiements de la force kenyane en renfort au FARDC continuent à susciter deux réactions au sein de la classe politique. Le secrétaire général du parti politique COFEDEC, Achille Kapanga, craint que cette force se transforme en MONUSCO bis. Suivez. La RDC doit éviter d'être toujours jouée ou bien d'être distraite. Depuis qu'on a parlé de force, nous avons vu les militaires kenyans qui sont arrivés chez nous à Goma. Jusque-là, rien n'est fait. Ça touche un peu là. Et de deux, le chef de l'État avait bien annoncé à partir de l'extérieur du pays comme quoi le militaire entrera par Bunagana. Et ça n'a pas été fait ainsi. Et ça nous a un peu surpris puisque tous nous savions que ça va passer par là, mais ça n'a pas été le cas. Mais finalement, les forces qui sont arrivées viennent faire quoi exactement chez nous? D'autant plus qu'elles ne veulent pas contribuer directement à une offensive. Le pays est attaqué, l'ennemi en train d'attaquer, mais les gens qui sont venus nous épauler semblent se comporter à MONUSCO bis. Et ce qui est très dangereux. En tout cas, nous ne voulons pas que les forces qui arrivent soient la MONUSCO bis, non. Puisque la MONUSCO a fait 20 ans chez nous. On a vu ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État, je demande à notre armée de bien examiner cette question. Parce que si on vient encore nous amener dans la distraction de la MONUSCO bis, nous risquerons d'être encore distraits. Et demain, vous allez vous retrouver avec une situation qui n'est pas bonne et le pays sera en danger. Et le plan de la balkanisation est déjà engagé. Il y a lieu que ce soit l'occasion. Voilà pourquoi les Congolais doivent être prudent et malin. Il ne faut pas faire beaucoup de confiance aux gens qui viennent alors qu'ils ont un plan qui peut mettre mal à l'aise notre pays. Aujourd'hui, Bunagana, ce n'est pas entre les mains de la République. Rutshuru, pratiquement. Alors, ils continuent. Ils sont à 20 km de Goma, c'est ce qui s'est dit. Mais les amis qui sont venus nous aider, ils sont là, ils observent encore comme la MONUSCO. Et demain, on va se retrouver avec l'ennemi déjà à la porte. On va se retrouver à genoux. On nous a dit que non, nous aurons un renfort pour chasser l'ennemi. Et puis sachez également, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé ce vendredi 18 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, pour participer au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone. Jean-Michel Samaloukonde, qui représente les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du
Congo au centre de discussion. Autre détail avec John Mukadi. C'est pour représenter les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les 19 et 20 novembre 2022, et faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est au 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à l'île de Djerba, en Tunisie, vendredi 18 novembre. Il a été accueilli au pied de l'avion par les ministres tunisiens du tourisme et les ministres congolais de l'intégration régionale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement, notamment les ministres de la communication et des médias et du numérique, placés sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique ». Vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Ce sommet attend 88 chefs d'État et de gouvernements des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, représentant plusieurs millions de locuteurs partageant la langue française à travers le monde. Signalons que ce 18e sommet, organisé 4 ans après celui d'Erevan en Arménie, est une opportunité, après la Covid-19, d'offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble. La RDC s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition du Jeux de la francophonie à Kinshasa, un pari que les pays comptent gagner l'année prochaine. Dans un autre chapitre, les députés nationaux ont déclaré recevable la proposition de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il a été envoyé à la commission aux droits de l'homme pour amendement. Ce projet de loi veut garantir aux défenseurs de droits l'environnement propice à leurs activités. Suivez. C'est après débat que le projet de loi sur la protection et la responsabilité des défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo a été envoyé à la Commission des droits de l'homme pour amendement. Ce projet de loi veut garantir aux défenseurs de droits de l'homme l'environnement propice à leurs activités. L'économie faite par son initiateur, le député Jean-Paul Ségobé, présente la question des droits de l'homme comme un ciment de la démocratie, du développement de peuple et une réponse logique des engagements internationaux auxquels le pays a librement souscrit, lesquels partent de la Déclaration universelle des droits de l'homme jusqu'à la Charte africaine de droits de peuple ainsi que la Constitution, spécialement en ses articles 122.1 et 203.1. La protection dont il est question, a précisé l'initiateur, vise tous ceux qui participent à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que proclamées par les conventions internationales, la Constitution, les droits et règlements en vigueur en RDC. Dans l'esprit de cette proposition, les défenseurs des droits de l'homme n'a pas que de droits, il a aussi des obligations, des devoirs vis-à-vis de l'État dont le législateur est appelé à fixer les conditions et mécanismes des jouissances. Au nombre de droits, cette loi reconnaît notamment le droit de participation en réunion et rassemblement pacifique, le droit d'association avec d'autres personnes de même nature, le droit d'accéder aux informations, le droit de communiquer ou diffuser des idées, les droits d'assister les victimes du droit de l'homme. Par ailleurs, au chapitre de devoirs, la loi exige des défenseurs de droits de l'homme notamment la neutralité, l'impartialité, l'éthique, la déontologie, le respect de la Constitution, des lois et règlements en vigueur, le respect des conventions internationales. Beaucoup d'intervenants ont loué l'opportunité et l'urgence d'une telle loi en République démocratique du Congo en vue d'assainir ces secteurs égorgeant particulièrement beaucoup de citoyens en quête des repositionnements et en marge de la loi, mais qui se font passer pour des défenseurs de droits de l'homme. Il faut aussi souligner que cette loi est l'aboutissement d'une lutte qui a avorté pendant les 2 précédentes législatures, faute de temps pour harmoniser le vu de la commission mixte paritaire qui avait voté la loi en des termes non identiques. On parle environnement à présent. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, était invitée par l'Initiative mondiale pour les tourbières, un programme de Nations Unies pour l'environnement. F. Bazaïba Massoudi a mis l'accent sur la proposition de la République démocratique du Congo à la protection et préservation de forêts et tourbières du bassin du Congo. Un reportage de Doudou Montiri rendu par Nancy Ileka. Invité par l'Initiative mondiale pour les tourbières, Global Peatland Initiative,
un des programmes des Nations Unies pour l'environnement avec pour mission de protéger et de conserver les tourbières en tant que grand stock de carbone organique terrestre au monde et d'empêcher son émission dans l'atmosphère. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, est revenue sur la position de son pays par rapport à la protection et préservation des forêts et tourbières du bassin du Congo. Le numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable n'a pas raté l'occasion de rappeler aux pays pollueurs l'obligation qui est la leur de penser aux compensations qui doivent revenir aux gardiens de ces forêts et tourbières. Maintenant que nous sommes la réponse naturelle face aux enjeux du climat, les forêts qui capturent les pollutions, les tourbières qui constituent les stocks de carbone, les ressources en eau, ainsi que ces forêts avec ces écosystèmes créent l'équilibre dans l'atmosphère. Il nous est demandé, nous, je vous ai parlé de responsabilité par rapport à ces potentiels, donc nous les propriétaires de ces forêts, les propriétaires de ces tourbières, il nous est demandé de les préserver, de les conserver pour l'humanité. Même si les débats aujourd'hui, parmi les pays pollueurs, ils nous disent nous n'avons rien fait pour avoir ces tourbières, nous n'avons rien fait pour avoir ces forêts, pourquoi nous exigeons l'argent en échange de l'adaptation? Mais nous leur répondons ceci. Nous n'avons rien fait, mais elles nous appartiennent. Nous n'avons rien fait, mais c'est nous aujourd'hui à qui on demande de les garder. Le droit de propriété existe partout ailleurs au monde. Et le droit aussi d'un gardien existe. Parce que les gardiens ont droit à une vie décente. Les gardiens ont le droit d'avoir accès aux soins médicaux. Les gardiens ont le droit à ce que lui-même et ses enfants aient accès à l'éducation, accès à toutes les infrastructures. Ces échanges ont tourné autour du thème « État des tourbières du monde, évaluation mondiale des tourbières, preuves pour agir en faveur de la conservation des tourbières ». L'initiative mondiale pour les tourbières qui constitue en fait un effort d'experts et d'institutions de premier plan formés en 2016. D'un ministère à un autre, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a pris part aux travaux de l'atelier de validation technique du plan stratégique multisectoriel de l'élimination du choléra en République démocratique du Congo pour la période allant de 2023 à 2027. Véronique Kilumba a recommandé l'implication de tous les secteurs pour atteindre les objectifs assignés. Reportage. L'hôtel Béatrice de Kinshasa a servi de cadre à l'ouverture ce mercredi 16 novembre de l'atelier sur l'amendement et la validation du plan multisectoriel d'élimination du choléra pour la période 2023-2027. Véronique Kilumba Koulou, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a dans son mot de circonstances fait le point sur la prévalence du choléra et des maladies diarrhéiques en RDC. Les maladies hydriques, y compris le choléra, ont représenté 40% des urgences sanitaires au cours des 2 dernières décennies. En République démocratique du Congo, les maladies diarrhéiques constituent la 3e cause des maladies et des décès des enfants de moins de 5 ans après le paludisme et les infections respiratoires. Depuis 2017, la RDC fait face à une succession des épidémies de choléra en termes de durée, d'étendue et d'ampleur, avec près de 55 000 cas et plus de 1000 décès rendant vulnérables les communautés. Pour
Pour la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le plan multisectoriel d'élimination du choléra permettra de réunir le moyen pour combattre cette maladie hydrique et accompagner les efforts du chef de l'État pour l'amélioration de la santé de la population congolaise. Ces plans tombent donc à point nommé. Ils constituent pour nous tous un outil de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires en vue d'appuyer la mise en œuvre de ces activités selon les 8 axes stratégiques qui y sont définis. Ainsi, nous pouvons contribuer à matérialiser la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour améliorer le bien-être de la population congolaise en général et celle des provinces endémiques de choléra en particulier. Il faut signaler que c'est le ministre en charge du numérique qui a procédé au lancement de cet atelier de validation technique du plan stratégique d'élimination du choléra 2023-2027. En sa qualité de vice-président du comité de pilotage du plan, le professeur Désiré Casimir et Bérance Kolongele est revenu dans son mot de circonstance sur le contexte de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda via le M23 et qui aggrave les épidémies de choléra, particulièrement à l'est du pays. Aussi a-t-il encouragé les participants à ces assises à garder le cap et surtout à garder à l'esprit que c'est la complémentarité des services et des expertises qui fera la force de la lutte contre le choléra en RDC. Le 3e dimanche du mois de novembre sera consacré à la journée mondiale des souvenirs des accidents de route. C'est dans cette occasion que nos reporters ont approché ce vendredi 18 novembre 2022 Robert Matalatala, président de la Commission nationale de prévention routière SNPR. Autre détail avec Nancy Ileka et Lola Kinyama. Le monde entier célèbre chaque 3e dimanche du mois de novembre la journée mondiale des souvenirs des accidents de route. Pour cette année, cette célébration va intervenir le 20 novembre 2022. Robert Matalatala, président de la Commission nationale de la prévention routière, saisit cette opportunité pour interpeller les usagers de la route à respecter le code de la route afin de réduire le taux élevé de morts dus aux accidents de circulation. Oui, c'est au niveau international, au niveau mondial. Les Nations Unies ont remarqué que l'accident de circulation est devenu pratiquement un fléau. Et il y a beaucoup de morts sur la route. Et généralement, des personnes qui sont innocentes. Mais par la faute d'une personne, ça va occasionner la mort d'autres personnes inutiles. Je vous donnerai seulement les statistiques de la RDC, particulièrement de la ville-province de Kinshasa. J'ai ici devant moi, pour l'année 2019, nous avions eu 1152 cas d'accident de circulation, qui a entraîné 364 décès sur place, sans compter ceux qui sont morts dans des hôpitaux. Pour l'année 2020, il y a eu 1248 accidents de circulation, dont 412 tués sur place. Vous voyez que c'est énorme. C'est plus qu'un village, madame. C'est un constat malheureux en République démocratique du Congo où les gens ne respectent pas le code de la route. C'est très malheureux. Et ce non-respect du code de la route entraîne accident de circulation et par conséquent, il y a mort d'homme. C'est dans cette optique que ce service spécialisé du ministère du Transport s'est lancé dans une campagne de sensibilisation des usagers de la route afin d'aider les conducteurs à intérioriser les notions de sécurité routière. Robert Matalatala évoque également les plaidoyers que mène la SNPR auprès du gouvernement de la République. Comme la Commission nationale de prévention routière et chef de file de la sécurité routière en République démocratique du Congo,
nous avons pour mission de proposer toujours au gouvernement des actions concertées pour que le gouvernement mette la main sur la pâte pour doter à la Commission nationale de prévention routière des moyens financiers conséquents pour nous permettre d'implanter la signalisation routière. Parce que nos routes doivent parler. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a rendu possible l'atelier sur la malnutrition ouvert jeudi 17 novembre 2022 par le représentant du secrétaire général de la santé, Dr Malaba, au cours duquel il a été relevé que les zones de santé les plus touchées par cette maladie sont Bunyakiri et Minova dans le sud Kivu. Suivez. La coopération suisse-RDC vient de financer à hauteur de 6 millions de dollars américains l'UNICEF RDC qui mène avec le gouvernement congolais le projet d'éradication de la malnutrition au sud Kivu, précisément dans les zones de santé de Bunyakiri et Minova. C'est ce qu'explique Denise Louti-Christan, directrice de la coopération suisse. L'objectif de ce projet est relativement simple. Il s'agit de diminuer le taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans dans quelques zones de santé du Sud Kivu, notamment la zone de santé Bunyakiri et Minova. Et ça dans une perspective long terme. Les deux zones étaient choisies sur la base sur une base objective. On a observé que dans ces deux zones de santé, les taux de malnutrition sont très élevés et on a décidé de cibler avec nos partenaires sur place, mais aussi avec les ministères qui sont impliqués, de se cibler sur ces deux zones. L'UNICEF, en tant que coordonnateur de ce projet, a mis l'accent sur les facteurs à la base de la malnutrition en RDC en général et au Sud Kivu en particulier. Au niveau national, par exemple, nous avons autour de 40% de malnutris et retardés en croissance. Et nous avons autour de 1-2% de malnutris aigus sévères. Le malnutri aigu sévère, pour que vous compreniez, ce sont les enfants très maigres. C'est ceux-là qui ont besoin en urgence d'être soignés. Les malnutris chroniques, comme on appelle, donc les retardés en croissance, eux, ce sont des enfants qui sont plus petits par rapport à leur âge. Mais ça a de lourdes conséquences sur le moment et sur l'avenir. Massine Kinono, ministre provincial de la Santé du Sud Kivu, bénéficiaire du dit projet, révèle les avantages de ce projet sur la population du Sud Kivu. Vous savez que quand un enfant est mal nourri, il ne va pas à l'école. Et même sa famille, c'est que ça a un impact. Et donc on veut réduire pour permettre aux enfants d'aller à l'école, pour permettre aux familles de travailler. Parce que les pays, en principe, la malnutrition ne devrait pas être le lot de ces pays. Parce que le pays est 80% agricole et donc la malnutrition ne devrait pas être le lot quotidien. La situation nutritionnelle en RDC demeure préoccupante ces 2 dernières décennies. 2 enfants sur 5 sont en retard de croissance suite à la malnutrition. C'est ce qu'a rapporté Dr Malaba, représentant du secrétaire général de la Santé lors de l'ouverture de ces assises. En Ituri, 3 détenus de la prison centrale de Mombasa sont morts jeudi 17 novembre 2022. Les mauvaises conditions carcérales seraient à la base, selon le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile, John Vouleverio, qui interpelle les autorités. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Voilà encore 3 autres prévenus viennent de mourir ce jeudi, ici à Mombasa. Au-delà de ce que nous avons toujours dit par rapport aux conditions carcérales de la prison centrale de Mombasa qui ne permettent plus aux prisonniers de bien vivre, nous sommes en train de déplorer un comportement que notre structure juge malsain. C'est lui dont l'administration pénitentiaire envoie généralement les détenus à l'hôpital trop par retard. Leur santé soit vraiment morbide. Pourtant, l'hôpital général de Mombasa est à quelques mètres de la prison centrale
de la région. La nouvelle société civile congolaise demande aux partenaires de l'État, tels que les partenaires comme CICR, le Bureau conjoint des Nations Unies, qui a toujours intervenu, ceux-là qui ont toujours intervenu dans les situations carcérales, et le ministère de la Justice de l'Ituri, et garder des sceaux, et à tout le monde qui y ait de bonnes volontés, face à sorte que cette situation que traversent les prisonniers de la prison centrale de Mambasa puisse cesser, parce que nous pensons que c'est vraiment assez. Merci. Dans le caniveau. En société, ces constats dans la plupart des quartiers de la capitale, ces déchets ménagers et autres sont déversés dans de caniveaux en lieu et place de poubelles publiques qui ont quasi inexistantes. Difficile pour l'eau de la pluie d'être évacuée, une situation qui est à la base des inondations. Suivez. Alors que les caniveaux servent à drainer les eaux des pluies et à les évacuer, les habitants de plusieurs quartiers de Kinshasa les utilisent pour y jeter les immondices. Le constat est fait ici dans les communes d'Engaba, Matete, Lemba et Kalamou, pour ne citer que celles-là. Pendant les pluies diluviennes, certains habitants des maisons bordant les caniveaux en profitent pour y jeter des ordures, des déchets ménagers qui y dégagent des odeurs nauséabondes. L'air est devenu irrespirable dans certains endroits. Et comme conséquence, les caniveaux sont bouchés, les eaux débordent, du coup, ce sont des inondations. Interrogé à ce sujet, les Kinois justifient cet état des choses par les manques de décharges publiques. Comment ekozala ndengo wana salite leki makasi baterase ezate bato baza koteka na alentour na yango quand est-ce que ko changer parce que ba vendeur wana baza koya na ba papier ba biloko ndenge na ndenge yango eza osala te moyen salite pe esila ezate mais l'état za wana l'état nde mukolo mboka yende motako yeba koloba ke mutu soko sali boye fo osala to bokanga ye afuta mande mutako yo kalisiste ba poubelle publique eza na yango te sikoyo moto otamwala bouteille to pe papier aina kobwaka wapi akobwaka kaka place ya kuti pe salite eza wana babiloko baza kokire na baterase babiloko wana eza kolala kaka wana balongola yango te mbula enoke ezongi lisu na terase eske wana musala nini basalaka baza kosala mosala moko te il serait bien que soki balongoli baimondisi wana na kati ya baterase bazwa lisusu mutuka moko elokota biloko wana ekende nango olieke etraine wana eloko ezopose problème likambo bapoubele so bato bapoubele publique moto na moto conscience ekosala jamais te kotama na esika propre eza asimbi mpe eloko ya salite babwaka esika propre te akokende kobwaka esika poubele eza yango letani asala efort likambo ya bapoubele tala lelo ndenge gambula ndenge ezokomisa bachassi baplastique donc baplastique wana nde yango tokokanga bakamigo yango Malgré les efforts de sensibilisation de certains programmes de l'hôtel de ville, notamment Kinbupeto, la situation des maires suite à l'absence d'une bonne politique de gestion des déchets. Parlons sport avant de nous séparer à la suite de derniers troubles qui ont émaillé certains clubs de la Lina Foot. Les gestionnaires du stade de Martyr Papingoy mettent en garde les équipes et leurs supporters qui s'illustrent dans les actes de vandalisme après le défaite de leurs équipes. Jean-Claude Mwamba et John Moukadi pour la suite. Face aux violences perpétrées au stade de Martyr, les comités de gestion montent au créneau et dénoncent ces mauvais comportements qu'affichent quelques supporters après mes formes de leur club au stade. Très désolant que les autres ne pas si que match au Betamaboé, sporteur va faire ce biscuit au fan d'Ama qui sinon est bon à bien le fan d'un match ici, alors Bouki, ou bien équipe poli et Bouki. Ce qui équipe poli. Bozon à la carte équipe Nabino, Bossolana va comité Nabino, Bossolana va diriger l'équipe Nabino. Bon, mais qui peut trouver solution par rapport au problème de l'équipe Nabino. Il y a que boire au Panza Stade, Bobi Bissabijou, Tony Ngato, ça la prise dans la norme, de façon que tous avoir sanction à FIFA. En tout cas, message, tu as un message à sensibilisation. Un message à sensibilisation pour les supporters. Le Tokochav n'a pas de caméra partout dans le stade. Et vous allez, vous allez vous balaka. Au lieu de la toilette, ça va besoin d'aller, ça va besoin d'un couloir. Mais bon, quand tu as un jour, ceux qui caméra, ça va besoin d'un couloir. Et puis tu as besoin d'un écran, un journaliste à sport, va accompagner, tu as besoin d'une vidéo,
makambo sala o buki kiti to misi vidéo na yo to afficher yo aux introductions en côté stade to travailler bongo parce que to doit avertir bino que to me sensibiliser bino ce que simité to bando utiliser pour méthode de ça la méthode décourager ba comportement ana en tout cas to senga na bino ba sportif botika ko buka et puis ba kipoyo o ba sportif na moment do buka ba kiti to ndo comme na foot et puis stade des ala prêter à yamba bango lisusu to ndo yamba bango sur na stade dawate ba mataba kita to bando boya ba match et beta to s'organiser na service à police na ba jana biso ba delta bazar ba sa sécurité na sécurité na biso stade to ndo tika ba équipe na te beta et puis to senga charger exploitation pour les bando fonga ba vestiaire te pour na ba équipe na. À noter que ce stade de Martyrs est en pleine réhabilitation depuis plusieurs mois et les taux d'exécution des travaux s'élèvent à 70%. Un appel est lancé à tous les supporters de bien protéger cet édifice public. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention accordée. Au revoir.